Bonsoir à tous, merci d'être toujours, fidèles à Planète Food Santé. On vous souhaite, toute l'équipe avec ma collègue et consoeur Nathalie, une bonne année et je remercie Pascal Ebel, le professeur David Kayat et le docteur Loewenstein de rejoindre notre team pour démarrer l'année et cette année, on démarre directement par les peurs et ce qui nous a inspiré, c'est le livre du professeur Kayat. Alors, fake news, complot, informations surabondantes, multiplication des controverses, manque d'explications et de transparence. Je vais mettre un peu de Covid, de vaccination. Le climat actuel est à la fois anxiogène et déstabilisant. Il engendre de nouvelles craintes, attentes et comportements de la part des Français et suscite des inquiétudes souvent infondées, voire même des comportements irrationnels dans notre vie de tous les jours. En cette période d'incertitude croissante, il est légitime de se poser la question de savoir quels sont les réels dangers connus pour notre santé, de quoi devrions-nous réellement avoir peur et que pouvons-nous faire concrètement. Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Pascal Ebel, directrice du département consommation et entreprise du CREDOC. Vous êtes spécialisée dans le domaine des comportements alimentaires et vous êtes porte-parole de l'INCA, dont les résultats apparaissent sous le titre Comportement et consommation alimentaire en France. Et en 2013, vous avez écrit La révolte des moutons, conseil, livre, Les consommateurs au pouvoir, et vous avez créé l'Obsria, non, l'Obsrisa, excusez-moi, l'Obrisa, excusez-moi, Observatoire de la perception des risques de santé, en partenariat avec Évidence Santé, Nathalie Hutter-Lardot. Professeur David Kayat, bonsoir. Vous êtes auteur et oncologue. Vous avez été chef du service d'oncologie à la Pitié-Salpêtrière, premier président de l'Institut national du cancer. Vous êtes aussi un bon vivant qui fustise les injonctions hygiénistes qui poussent notre époque à une extrême santé morbide. Vous êtes professeur de cancérologie à l'université Pierre et Marie Curie et professeur adjoint au centre médical MD Anderson à Houston. J'espère que je l'aurai bien proposé, au Texas. Vous êtes à l'origine de la charte de Paris contre le cancer et qui vous a conduit à diriger l'Institut national du cancer. Vous êtes le fondateur et le président de la Fondation Espoir contre le cancer, reconnue d'utilité publique 2013. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Et enfin, le docteur Loewenstein, mais j'ai hésité, addictologue et spécialiste en médecine interne. Vous présidez notamment depuis janvier 2002 SOS Addiction. Vous avez créé, oulala, mélangez pâté, vous avez créé donc SOS Addiction avec le soutien de Madame Danielle Jourdain-Ménanger, présidente de la Midelca, et le premier e-congrès national sur les addictions pour les médecins généralistes et les acteurs de santé. Et enfin, on accueille ma complice Nathalie Hutter-Lardot, que je ne présente plus, qui après 7 ans chez Lactel et avec une passion débordante pour le conseil et qui est aussi nutritionniste, a fondé Évidence Santé, agence de conseil et de communication scientifique. Et tu as aussi créé la plateforme WOMUP, qui valorise le travail des femmes entrepreneuses sous le terme Love, Drink, et les deux autres, dis-les-moi. Eat, Move. Eat, Move, voilà. Bonsoir à tous. Et ma première question va vers Nathalie tout d'abord. Peux-tu nous faire une petite introduction de ce sujet et pourquoi ce sujet en début d'année? Alors, comme tu l'as dit, finalement, la crise sanitaire, je pense qu'on va en manger et en remanger, n'est-ce pas? Donc, on la traverse encore. Et elle a vraiment eu finalement, on va dire, quelques effets positifs, on va dire. C'est de replacer la santé au cœur de nos préoccupations. Mais on constate vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis très longtemps avec Pascal, un décalage entre la perception du risque santé et la réalité. Donc, certaines craintes sont vraiment infondées sur le plan scientifique et vont finalement être véhiculées par ces fameuses fake news. En revanche, on a vraiment des risques réels tels que, ça va peut-être faire bondir certains, la consommation d'alcool, par exemple, qui sont vraiment pas suffisamment pris en compte. On a aussi le pouvoir d'agir sur notre santé via des meilleures hygiènes de vie. Est-ce que vous avez un écho aussi ou il n'y a que moi? Non, moi, j'ai un écho, moi. Ouais. Également. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit écho. Peut-être certains, vous pouvez enlever vos micros.
Et donc, de nombreuses maladies chroniques, enfin, on peut vraiment agir soit évidemment avec une meilleure hygiène de vie et également par rapport à une meilleure prévention. Donc, il y a de nombreuses maladies hein, qui sont chroniques comme le diabète, le cancer ou maintenant, et certains sont liés à des facteurs comportementaux évitables comme, on va dire, est-ce que ça existe une mauvaise alimentation, en tout cas peut-être des fréquences, des portions, une activité physique qui ne sera pas suffisante, la cigarette, l'abus d'alcool, etc. Donc nous, notre volonté chez Évidence Santé, c'est de rétablir déjà la vérité scientifique avec des preuves scientifiques et des experts de haut niveau, en collaboration évidemment et à la pointe de l'actualité. Et un de nos objectifs, c'est vraiment aussi d'apporter des messages et des solutions adaptées qui vont être validés, qui vont permettre à chacun finalement de faire ses petits pas positifs pour les mettre dans une spirale positive. Donc c'est pour ça également que effectivement il y a 2 ans avec Pascal on s'est posé et on a créé l'Obrisa. Donc l'Obrisa c'est un acronyme de Observatoire des risques pour la santé, avec cet objectif tout simple, c'est de dire d'un côté regardons finalement, quels sont les risques pour lesquels les Français ont peur? Et de l'autre côté, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est une bonne hiérarchie ou est-ce qu'il faudrait un petit peu remanier tout ça et de comparer effectivement la réalité et la perception? Pour aujourd'hui, donc ça fait 2 ans qu'on a créé cet observatoire, l'idée c'est également d'avoir vraiment des plans d'action derrière pour améliorer cette perception par rapport aux risques réels. Et donc, peut-être que Pascal, alors je crois que je peux présenter, si tu peux me mettre le slide de l'Obrisa, juste pour rappeler cet outil qui est à disposition. Donc voilà, donc c'est cet outil d'observatoire entre la perception et les risques qui est donc à la fois alors il y a encore le logo Atlantique Santé parce qu'on l'avait créé sous cette entité-là, qui va permettre vraiment par rapport aux tendances et aux comportements qui nous sont apportés par le CREDOC et puis nous de notre côté par rapport à notre expertise scientifique, eh bien de pouvoir donner un livrable qui est une synthèse finalement du baromètre et de l'analyse à la fois aussi des réseaux sociaux pour pouvoir, aux adhérents de cet observatoire, avoir vraiment des éléments concrets pour accompagner leur communication. Donc là, Pascal, alors il y a encore l'écho, hein, mais Pascal, à partir de quelques slides, va vous donner, puisque c'est un observatoire qui est sous cotisation d'un certain nombre d'adhérents, va vous donner quelques éléments. Si vous souhaitez ensuite avoir plus d'informations, on va vous donner nos coordonnées derrière pour que vous puissiez nous interroger de manière plus précise. Donc, à Pascal de nous donner, vraiment, ce sont des réunions qui sont généralement très, très longues, parce qu'on passe en revue vraiment tout le risque, mais en quelques mots, l'état d'esprit en fait, des Français aujourd'hui, dans cette période inédite, par rapport à leurs préoccupations santé. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont vraiment amplifiées ou en tout cas qui ont évolué? Donc, merci Nathalie. Je veux bien que Sandrine me mette les diapositives. Donc, l'idée, c'était en effet… La presse d'après, Sandrine. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, autant pour moi. Donc, vraiment, on a créé cet observatoire parce qu'il y avait en effet tout un bruit médiatique autour de certains sujets et on avait besoin de comprendre comment se diffusaient les peurs et d'essayer de mesurer dans la population française s'il y avait finalement des peurs qui évoluaient et est-ce qu'il y avait des profils particuliers de certains types de consommateurs selon les peurs qui étaient évoquées. Donc, on a créé ce baromètre en essayant d'apporter 3 outils, à la fois de suivre ce qui existe sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, je vous démontre ce qu'on a pu capter sur les réseaux sociaux sur les termes confinement, Covid et couvre-feu. Et donc, simplement, quand on compare d'ailleurs ce qui est développé sur Twitter par le grand public, ce qu'on appelle dans le langage sociologue les profanes, par rapport à ce que les médias diffusent, on sait que les citoyens, par rapport aux médias, sont beaucoup plus positifs par rapport à ces sujets. Hein, il y a beaucoup plus d'émissions de la part des grands médias sur ces sujets que ce qui est retweeté par les consommateurs. Donc, le premier point qui est très important, c'est qu'il y a vraiment eu une demande très forte vis-à-vis du confinement et du terme Covid au tout premier confinement. Et que là, que ce soit au 2e confinement ou après la fin du premier confinement,
on voit bien que le terme Covid, il n'a pas été tellement utilisé ici, c'est sur les comptes Twitter. On voit arriver des recherches sur le terme couvre-feu dès que ça a été évoqué, mais ce n'est pas aussi haut sur la partie confinement que ce qui avait été fait en mars. Donc, il y a eu une sidération en mars par rapport à cette crise, mais ensuite, les Français sont quand même passés à d'autres choses, ce qui n'est pas forcément le cas de la partie grands médias. Donc ça, c'est un premier point de cette observation de la réalité par rapport aux peurs, c'est qu'est-ce qu'on échange sur les réseaux sociaux. Et puis, on avait besoin de mesurer les choses en essayant d'être plus représentatifs. Donc, les outils classiques d'enquête ont été utilisés. Et donc, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé cet observatoire et on a pu faire 2 vagues. Et on va voir qu'il y a vraiment des choses qui changent par rapport à la relation à la santé. Donc, pour ça, on utilise des façons de poser des questions donc sur un échantillon représentatif de 1000 individus, en posant une question ouverte dès l'entrée du questionnaire. Donc, la première question, c'est ça, c'est qu'est-ce que sont les risques santé? À quoi pensez-vous quand je vous dis risque santé? Donc, vraiment, on a été étonnés la première année parce qu'en effet, le premier terme, en 2019, novembre 2019, je parle de risque santé, le premier mot, c'est alcool. Le deuxième, c'est pollution. Et le troisième, c'est tabac. C'était déjà une première mesure. Et quand on regarde en 2020, eh bien, le premier terme, c'est Covid, mais alcool reste le deuxième et la hiérarchie derrière ne bouge pas tellement. Donc, évidemment, cette crise Covid, elle remet en cause notre relation à la santé. C'est évident, ça va laisser des traces. On est forcément dans une période qui crée une rupture. On a notamment une relation à la mort qui est complètement différente. C'était un sujet très tabou en France. Quand on regarde les mots cités selon les tranches d'âge, eh bien chez les jeunes, et ça, en travaillant sur ces sujets de la mort, on le savait, chez eux, ils sont très francs et vous disent que les risques pour la santé pour eux, ils citent les mots mort, danger, donc ils le vivent de façon très, très intense. Et la Covid va plutôt être citée par des catégories 45-50 ans et les plus âgés. Les autres tranches sont plutôt sur les pollutions, les maladies. Ce qui change, c'est vraiment l'arrivée du terme cancer qui progresse et toutes les maladies qui sont citées en ce moment et qui pourraient être des facteurs de risque sur Covid, notamment diabète, obésité. Donc les termes liés à l'alimentation sont aussi fortement présents dans cette représentation des Français vis-à-vis des risques pour la santé. Donc changement, c'est bien sûr cette maladie qui arrive, mais derrière, les risques perçus sont assez en lien avec les risques réels et c'est un peu ce qu'on a mis en place dans l'enquête avec donc Jocelyn Rode qui est psychosociologue et qui travaille sur ces sujets depuis un petit moment. C'est que on constate, on a pris une grille pour analyser les choses en indiquant des indicateurs sur les risques de long terme, sur les risques qui sont sur des produits connus ou pas connus. C'est une grille qui avait été mise en place il y a 40 ans par Slovic. Et en comparant ce qui s'est passé en 40 ans, on se rend compte que quand même, les citoyens, les Français sont plus éduqués. Donc, il y a finalement une adéquation plus forte entre les risques réels et les risques perçus. Mais ce qui perturbe les choses, c'est vraiment le mélange entre santé et les risques liés au changement climatique. Et quand on regarde les profils selon le capital culturel, donc selon le niveau de diplôme, on constate que ceux qui sont les moins inquiets au global, c'est quand même les catégories de population qui sont les moins diplômées, ce qui n'était pas évident, et que par contre, dans les catégories de population très éduquées, on a vraiment 2 groupes. Un groupe qui est très, très en lien sur les risques réels, qui se trompe très peu, et qui finalement est inquiet, mais de façon assez modérée. Et on a un autre groupe qui correspond à ce terme qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les éco-anxieux, qui sont très inquiets de risques, qui sont des risques de long terme, qui vont être des risques qui ne sont pas immédiats, des risques qui sont peu connus, qui sont nouveaux, donc qui vont concerner les pesticides, les nanoparticules, donc des choses où il y a des amalgames finalement entre le risque pour la planète et le risque pour la santé. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été observé dans ces 2 vagues d'enquête. Et simplement pour donner des éléments sur ce qui se passe actuellement, donc c'est notamment toutes les enquêtes Coviprev de Santé publique France que nous amène Jocelyn Rode, mais qui sont disponibles pour tous, c'est que contrairement à ce qu'on dit beaucoup,
les Français sont prennent beaucoup de mesures de protection par rapport à d'autres pays. Il n'y a vraiment pas de résistance, même si en ce moment, il y a un petit mouvement de certains qui ne voudraient pas le troisième confinement. Mais est-ce que vous portez le masque systématiquement? On est à 86% de Français qui le font. Les Français se sont mis à le faire avant la fin du premier confinement, alors qu'on leur avait dit qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, on en avait 40% qui ont utilisé des masques avant qu'on en parle. Donc, il y a vraiment un comportement de Français qui prend une vraie mesure par rapport à sa santé et on n'est pas du tout des résistants à toute mesure de protection de santé. Donc, simplement sur cet observatoire des risques, est-ce qu'on mesure réellement les peurs, l'anxiété? Il y a chez certains des mélanges. Les plus jeunes sont ceux qui sont les moins inquiets au global. Et donc, il y a ces anxiétés qui sont un peu collatérales à la santé pour soi, qui amplifient les inquiétudes. Voilà ce qu'on peut dire sur les résultats de cette étude. Merci Pascal. J'avais une petite question. Si vous deviez résumer en quelques mots, en quelques phrases, surtout, l'état d'esprit des Français en cette période qui est quand même assez inédite et où on vit au jour le jour. Enfin voilà, tous les jours on s'attend à ce qu'il se passe un truc, qui ne s'attend pas. Enfin, on a toujours un peu l'expression d'être en lévitation, d'être en suspension. Avez-vous constaté des nouveaux comportements? Est-ce que le rapport à la santé il a changé? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, il y a vraiment un rapport à la santé. Il y a d'abord globalement quand même des citoyens qui sont très conscients de ce qui se passe. Au milieu de l'été, ils étaient 80% à dire qu'ils savaient qu'il y aurait un reconfinement. Donc, ils sont complètement conscients, bien plus que ce qui peut être mis sur la place publique. Ils savent, ils comprennent les choses, même si on a 10% qui sont réticents, mais c'est un profil très, très particulier. Ils sont pas très nombreux, on amplifie le phénomène. Et ensuite, on voit bien, par exemple, sur un sujet comme l'alimentation, qu'il va y avoir une prise de conscience qui est très fine sur le risque santé dans l'alimentation. On va, par exemple, se renseigner, chercher sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut apporter une immunité. Et donc là, on amène dans l'alimentation vraiment ce qu'on appelle une alimentation fonctionnelle. Quand on faisait des comparatifs auparavant entre les Allemands et les Français, les Allemands vont très très vite sur alimentation égale santé pour soi. Les Français ne le faisaient pas, mais aujourd'hui ils le font par la Covid qui leur a fait prendre conscience de cette question imminente de la mort qui était complètement masquée, enfouie, et aujourd'hui évidemment elle est présente et ça change un peu du tout au tout. Est-ce que ça veut dire, j'ai une petite question Sandrine qui n'était pas prévue, mais ça veut dire Pascal que tu serais dirigeante dans l'agroalimentaire, tu focuserais un petit peu plus que ce n'est fait aujourd'hui sur la santé. Tu mettrais un curseur un petit peu plus sur, par exemple, je ne sais pas, la teneur en vitamine D par hasard, le rapport au microbiote, des choses comme ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on sent que ça, c'est des choses qui ont été essayées par plusieurs industriels il y a quelques années qui ne marchaient pas. Mais là, ça change du tout au tout. Alors, ce qui est important, c'est que ce n'est pas toute la population, c'est vraiment les gens très diplômés qui sont sur ces sujets à fond, ceux que j'appelle les éco-anxieux. Donc, ceux-là sont très, très attentifs. Ils mettent plus d'argent dans leur alimentation pour aller vers ces critères. Donc, ces critères de nutrition, de santé. On travaille avec une application et on regarde quels sont les critères choisis quand on se met sur une application alimentaire, la nutrition. La partie santé, c'est ce qui est primordial. On a eu un éclairage là récemment aussi d'une sociologue qui travaille justement avec Jocelyn par rapport à ça. Effectivement, le Nutri-Score est quelque chose qui est… Et donc, cette population-là qui est éco-soucieuse… Éco-anxieuse. Elle représente une part importante et elle a des comportements d'achat plutôt en GMS ou elle va dans des circuits Alors dans la typologie qu'on a faite, on est à peu près à 17%, 18% des Français, des 18 ans et plus. Donc, en effet, c'est la partie de la population qui va aller dans des réseaux spécialisés bio, qui va se rassurer par des aliments qui sont étiquetés bio, français, locaux, et qui va avoir tout un tas de gestes qui sont beaucoup diffusés dans les médias, mais qui tirent en fait le reste de la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un phénomène sociologique qui
était décrit par Bourdieu, c'est que c'est fait par une élite qui le fait par distinction, c'est-à-dire qu'elle dit « je suis différent de vous parce que moi, je me protège en mangeant et je fais attention à tout ce que je mange ». La consommation de fruits et légumes explose, hein, c'est complètement inattendu. On est passé à 30% de Français qui suivent la recommandation 5 fruits et légumes par jour. Donc, on sent qu'il y a ce mouvement tiré par cette partie de la population et qui va finalement peut-être, et on le voit sur d'autres sujets, finalement attire les autres en fait. Hein. C'est que les classes moyennes suivent et d'autres suivent dans ce mouvement. Peut-être pas avec les mêmes moyens. Et est-ce que vous pensez, Pascal, alors il y a une question de moyens pour suivre aussi Oui, bien sûr. cette alimentation-là, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une durabilité parce qu'on a toujours un peu tendance, une fois que la crise est finie, à revenir à des habitudes un petit peu moins vertueuses, on va dire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être durable? Alors, on va passer la parole à David Caillac qui va vous dire qu'il y a aussi la dimension plaisir, donc bien qu'il y a des choses qui peuvent, en ce moment, on a besoin d'être rassuré, l'anxiétude est tellement énorme et tout le monde va pas très très bien. Donc, on se rassure en mangeant des produits qui ne sont pas complètement dans ce que je viens de décrire et on voit bien que même l'utilisation du plastique pour se faire livrer, etc., on se pose plus tous ces enjeux-là. Mais c'est quelque chose qui structurellement est quand même en train de se développer avec une philosophie qui est une norme, hein, qui est celle du One Health, qui nous vient un peu des États-Unis, où on pense au global, sa santé pour soi, la santé des animaux, la santé de la planète. Et donc, quand une norme s'impose, elle est structurelle, c'est-à-dire que c'est pas un petit mouvement, c'est pas une mode en fait, hein, parce que dans tous les pays du monde, on voit ce phénomène. Et la question, évidemment, du changement climatique et de la transition énergétique, elle est présente à tous les étages, au niveau de l'Europe, au niveau… donc, ça, on ne reviendra pas en arrière et c'est quelque chose qui… la crise, la Covid, elle a amplifié cette prise de conscience écologique et elle ne l'a pas atténué du tout, alors que ça aurait pu être le cas. On aurait pu se dire, je pense à la maladie et j'oublie tout le reste, mais non, en fait. Hein, donc, non, c'est pas une mode. Je me disais, peut-être que l'alimentation est peut-être le seul, c'est un des gros éléments qui permettrait de réconcilier finalement le plaisir et la santé si effectivement on a des critères de réassurance quant à la nutrition, tu vois, le Nutri-Score, l'Éco-Score, on se dit finalement l'alimentation, ça peut être une valeur refuge qui apporte plaisir et en même temps, si elle est bien retravaillée en termes de qualité, finalement, elle aurait les deux enjeux. Donc, je pense que ça donne beaucoup d'idées et ça nous laisse justement faire la transition avec David, Sandrine. Je te laisse. Voilà, oui, absolument. Bonsoir. Alors, on sait que professeur Kayat doit nous quitter à 19h. Il a une interview, donc on le remercie d'être parmi nous. Je remercie Pascal de m'avoir fait la transition. Professeur Kayat, mais pourquoi ce livre qui fait tant parler en fin de compte? Pourquoi votre livre il fait du bien? Pourquoi il faut se faire du bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah, on vous entend pas, professeur. Ah, je vais réouvrir le micro. Voilà, c'est fait. Ah, donc, voilà. je vous disais que ce livre, il n'était pas prévu qu'il sorte pendant cette épidémie et pendant ce confinement. Mais finalement, à cause de lui, le livre a été retardé. Il sort maintenant. En fait, ce livre, je l'ai d'abord écrit pour moi. Je l'ai d'abord écrit parce que j'en avais assez de ces injonctions santé, de tous ces dictats quotidiens sur tout ce que nous faisons, sur tous nos comportements, et de tous ces gourous qui sont persuadés de posséder la vérité universelle, celle qui s'adresse à chacun d'entre nous individuellement et qui essaie de nous imposer leur point de vue. Et donc, j'ai commencé à regarder tout ça parce que vous avez dit, je suis un bon vivant, mais je suis aussi vous avez dit auteur et cancérologue. Non, c'est cancérologue et auteur. Et je consulte toutes les semaines beaucoup de malades. Et si vous voulez, ces malades, ils viennent dans mon cabinet et ils me racontent ce que les uns et les autres entendent et perçoivent concernant justement toute cette pensée dominante hygiéniste. Et je les entends me dire, mais est-ce que le sucre, le gras, le sel, la charcuterie, la viande, le vin, le soleil, à un moment donné, ça suffit, quoi. Si on écoute tout ce qu'on nous raconte, et si on ne les met pas en perspective, si on vous dit, voilà, la charcuterie, c'est 18% d'augmentation du risque du cancer du côlon, et le vin, c'est une augmentation de ceci, et le machin, c'est ça. En fait, si on additionne toutes ces augmentations de risque, on devrait être déjà mort, parce qu'on aurait dépassé 100% de risque. Mais ce que les gens ne comprennent pas, mais parce que, alors après, j'expliquerai peut-être pourquoi,
Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, et c'est sans doute ce qui fait, je pense, le succès, enfin, le livre vient à point nommé, le succès de ce livre, c'est que les gens confondent le danger et le risque. Et en tant que professionnel de santé, je trouve ça aberrant, parce qu'on vous dit, c'est dangereux de manger ceci, de boire 2 verres de vin ou de manger un sandwich aujourd'hui. Bon, c'est dangereux, mais est-ce que c'est risqué? Et alors, les gens ne comprennent pas la différence entre les deux. Je vais essayer de l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent de la manière la plus simple possible, vraiment pour un enfant. On va vous dire, par exemple, les grands requins, là, les requins blancs du film Les Dents de la Mer, c'est dangereux. C'est vrai, c'est dangereux pour l'être humain. Bon. Où sont les grands requins? Dans la mer. Donc, aller dans la mer, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué? Mais pas du tout. Parce que la probabilité que vous rencontriez un grand requin en allant vous baigner à Nice, elle est nulle. Elle est zéro. Alors, on vous dit, voilà, voler. On n'a pas d'aile, nous, hein, les êtres humains, donc on ne sait pas voler. Donc, voler, c'est dangereux d'essayer de voler. Dans quoi on vole? Dans un avion. Donc, aller dans un avion, c'est dangereux. Oui, d'accord, en théorie, mais est-ce que c'est risqué dans la pratique? Mais pas du tout, c'est le mode de transport le plus sûr qui existe. C'est la différence entre le danger et le risque. Mais pourquoi est-ce que, finalement, les gens ne réfléchissent plus à cette différence? C'est parce qu'on est arrivé à une époque où il existe une pensée dominante dans la société qui est devenue une pensée hygiéniste. Pourquoi est-ce qu'elle s'est installée dans notre vie, dans notre société, dans notre esprit? C'est parce que plus personne ne voit la mort. La mort, les cancérologues la voient. Moi, j'ai vu mourir malheureusement des milliers de malades. Je connaissais leur nom, je savais leur odeur, j'avais discuté avec eux, ils sont partis. Je sais ce que ça veut dire, cette absence, tout ça. Mais qui, à part moi, ou à part quelques soldats, vont encore avoir ce genre de choses? Mais personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cortège funéraire, il n'y a plus de veillée funèbre. Et donc, quand on vous dit vous pouvez éviter la mort, vous pouvez éviter la maladie, vous pouvez éviter la vieillesse, eh bien, vous finissez par le croire. Et le botox, c'est la chirurgie plastique, et on refait les seins qui tombent, et on refait l'acide hyaluronique pour les rides. Et donc, du coup, vous commencez à penser que c'est possible d'éviter tout ça, et donc de vous dire, j'accepte ces peurs que m'induit cette notion de danger, ces notions de danger, parce que moi aussi, je veux éviter ce truc que je ne connais pas, qui est bizarre, la mort, la vieillesse, la maladie. En fait, c'est complètement débile, parce qu'on va tous vieillir, on va tous être malades, on va tous mourir. Bon, donc il faut l'accepter, à partir de là, profiter de ce cadeau merveilleux qu'est la vie. Et le corollaire de cette perception du danger et non plus du risque, c'est que vous vous imposez des choses, vous vous dites, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle dit, cette pensée dominante? Elle dit, voilà, on sait la vérité, on a la vérité scientifique, manger du gras, c'est mauvais. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, hein, mais on nous l'a dit pendant 20 ans. Manger du gras, c'est mauvais. Alors, vous vous dites, bon, moi, je veux être respectueux de ma santé, parce que c'est important, etc. Donc, vous évitez de manger du gras. Un jour, vous craquez, vous mangez une portion de frites. Je peux vous dire que les gens, ils ont l'impression d'une mort imminente. C'est-à-dire comme si ce n'était pas juste des frites, c'était du cyanure, quoi. Alors que c'est un risque à long terme, c'est un risque qui est lié au cumul des erreurs de comportement, pas du tout au fait de se faire plaisir de temps en temps. Et ça, cette notion d'accepter les dangers qu'on nous cite et d'accepter l'idée qu'ils s'imposent à nous et qu'ils imposent un comportement, ça tient du fait que finalement, ce que cette société nous dit, c'est que votre santé, elle est entre vos mains. Et si vous êtes gros, et si vous êtes malade, et si vous êtes, c'est votre faute. Donc, il y a une notion de culpabilité qui apparaît. Et cette notion de culpabilité, elle va engager un processus de dégradation de son image. On le voit avec les régimes. Hein. Vous avez, alors, on ne vous parle, les artistes, les médias, les machins. Encore, maintenant, ils ont interdit le Photoshop sur les mannequins dans les revues féminines. Mais enfin, on continue de parler que des corps parfaits. Il n'y a pas de gens comme moi qui ont 3-4 kilos de trop. Bon, on ne parle que des gens parfaits, dans le poids. Donc, si vous avez 3-4 kilos, vous dites, je ne suis pas dans la norme, je ne suis pas dans la règle. Et en plus, on vous dit, attention, l'embonpoint, c'est dangereux, ce qui est faux. Aujourd'hui, on sait que l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire le rapport du poids à la taille pour un individu, le rapport optimal, celui avec lequel vous avez la plus grande espérance de vie, qui pendant très longtemps était finalement relativement maigre avec ce qu'on appelle un indice à 25, maintenant on sait que l'indice optimal, il est à 27,5. Ça veut dire des gens qui ont 2-3 kilos de trop, en fait. Bon. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas ce corps parfait, vous vous dites, je ne suis pas bon, quoi, je suis minable, il faut que je réagisse. Et donc, vous attaquez les régimes. Mais ces régimes, c'est des aberrations parce qu'ils n'ont
rien de rationnel dans leur méthodologie, et ils vont aboutir au fait que vous allez perdre très rapidement du poids, donc vous allez avoir le sentiment, bravo, j'ai gagné, je suis arrivé, je suis un type bien, sauf que, pour des tas de raisons que j'explique dans le livre, le cerveau reptilien, les addictions, enfin, et Amélie en parle 100 fois mieux que moi, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même finir par craquer, par rebouffer votre portion frite, je ne sais pas ce que vous aimez manger, et là, vous allez regrossir. Et vous n'allez pas regrossir à votre poids d'avant, vous allez grossir un peu plus. Et vous allez passer votre vie à faire du yo-yo. Pourquoi ce yo-yo? Parce qu'en fait, vous vous sentez culpabilisé, vous avez une image dégradée vous avez une idée dégradée de votre image, et vous vous dites que vous êtes minable, que finalement la société voudrait que vous soyez parfait pour avoir une santé parfaite, vous n'y arrivez pas, et donc vous êtes quelqu'un de finalement. Vous savez, sur la cigarette, les tabacologues anglo-saxons, ils ont une phrase très simple, hein, c'est quit or die. Ça veut dire ou t'arrêtes de fumer, espèce d'imbécile qui fume, ou va crever, tu nous intéresses pas. D'accord? Mais c'est à peu près pareil sur le poids et sur tout le reste. Cette société, ce qu'elle veut, c'est nous inciter à chercher et à rechercher cette perfection dans tout, en nous mettant des dangers autour de nous tout le temps, et en ne considérant pas que ça n'est pas possible pour la plupart d'entre nous, et que ça n'est pas non plus nécessaire pour la plupart d'entre nous. Pour reprendre l'idée du grand requin dans l'eau, et on a bien compris différence entre le risque et le danger, mais je vais vous dire, c'est différence entre deux individus. Si moi je me baigne à Marseille, mon risque il est zéro. Mais si je vais me baigner dans la grande barrière de corail en Australie, où il y a les grands requins blancs, le risque il est plus zéro. Ça veut dire quoi cette idée? Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux. Il y en a qui vont avoir du diabète, vont avoir des problèmes avec de l'embonpoint, avec une alimentation qui ne sera pas équilibrée. Il y en a qui vont attraper un cancer de la peau parce qu'ils vont au soleil. Il y en a qui vont avoir un cancer du poumon parce qu'ils fument. Mais il y en a plein qui vont rien avoir, qui peuvent manger un peu de frites, qui peuvent manger un peu de viande, machin. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est un petit peu ça, c'est réagissez, alors arrêtez de vous priver, c'est une façon de parler, c'est réagissez par rapport à cette pensée qui essaye de vous dominer, de vous parler de danger pour vous faire peur, et qui finalement n'aboutit qu'à une chose, c'est que de toute façon, vous allez vivre ce que vous allez vivre, mais simplement, vous allez vivre dans la culpabilité et la peur. Professeur Kayat, j'ai une petite question et après je passerai la parole à Nathalie qui a une question. Comment voulez-vous que le consommateur, enfin que les citoyens, avec toutes les injonctions qu'ils reçoivent à longueur de journée, quand vous dites la société et c'est les médias, dans une même journée, on peut lire le tout et son contraire. Lui, il est néophyte, il fait comment pour s'en sortir? Lui, il veut aller bien, lui, il veut vivre longtemps, lui, il veut être comme on lui demande d'être. Il fait comment? La première chose, c'est qu'il écoute son corps, il écoute son esprit et il arrête d'écouter les autres. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Et puis, il essaye de ne pas réagir sur l'instant à une information donnée. Il essaye d'accepter je crois qu'il y a William qui veut répondre à ça. Ah bah, Enfin, il faisait un mouvement de la main. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre du recul. J'étais sur un plateau l'autre jour et je demandais aux journalistes, j'ai dit par exemple, l'OMS dit la charcuterie, la consommation de 50 grammes de charcuterie par semaine provoque une augmentation du risque de cancer du côlon de 18%. Il faut savoir que 50 grammes de charcuterie de jambon, c'est 2 sandwichs au jambon, d'accord, dans la semaine. Hein, bon. Alors, j'ai dit à la journaliste, mais si au lieu de manger 2 sandwichs, vous en mangez 4, ça veut dire 100 grammes, votre risque, il y a un bruit terrible, hein, votre risque, il est de combien? On me répond, 18 2 fois, 36. Ben non, j'ai dit non. C'est une augmentation du risque. Et on vous l'a présenté comme si c'était le risque, 18%. Alors, pour savoir ce que ça veut dire 18% d'augmentation du risque, il faut d'abord savoir quel est le risque. Le risque du cancer du côlon, c'est même pas 2% en France. Donc, ça veut dire que si vous gavez de jambon, au lieu de 2%, vous allez passer à 2,1%. Voilà, la réalité, elle est là. Je crois que le professeur Loewenstein, il voulait dire quelque chose sur le sujet. Je vais le laisser avant. Attends, je vais ouvrir le micro. Voilà, William. Oui, voilà, merci beaucoup pour aller, mais alors tout à fait dans le sens de David à travers l'histoire des addictions. Hein. Nous sommes d'accord que les deux biens les plus précieux sont la santé, bien sûr, et la liberté. Et là, on est dans une tyrannie de l'idéal que David rapporte très très bien, qui nous prive de cette liberté fondamentale du ou des plaisirs. Ce qui fait que je traduirais, moi, l'équation de cette façon-là. Comment être un bon vivant, ou mieux vaut être vivant pour être un bon vivant. Et ça, c'est tout à fait la philosophie
enfin, les stratégies de la réduction des risques, justement. Si on se fait tyranniser, soit par l'idéal, qui serait l'absence de danger, on ne vit plus. Si, au contraire, on se dit qu'il y a un risque et qu'individuellement, écologiquement parlant, on arrive à le réduire, on revient dans une maîtrise qui est loin, à mon avis, de celle que vous appeliez tout à l'heure, je crois, Pascal, les éco-anxieux. Et au début, j'ai cru que éco-anxieux, ça s'écrivait avec un H. C'est-à-dire ce phénomène d'écho où chacun amène, comme dans la dépression d'ailleurs, sa part négative, où les anxiétés se cumulent. Absolument pas, ni les risques, ni les dangerosités. Donc, si on part de l'idée à la fois que la liberté et la santé sont nos biens les plus précieux, que, OK, pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Mieux vaut ne pas être malade. On ne peut pas avoir, avec une douleur chronique, une maladie terrible, ce côté bon vivant. Il nous faut analyser les choses autrement qu'à travers la tyrannie de l'idéal. Ça, on l'a appris en addictologie. C'est-à-dire que ce concept qu'effleurait David tout à l'heure, qui serait un concept d'abstinence au sens où on entre tous au couvent de toutes les abstinences, est totalement contre-productif. On n'a pas évolué ainsi. On n'a pas un circuit de la récompense pour le mettre perpétuellement soit dans l'éco-anxiété, soit dans le couvent de l'abstinence. Et revivre avec lucidité, c'est revivre en diminuant ces risques. Mais j'aurai l'occasion à travers les addictions, parce que ça colle tellement bien à ce que je viens d'entendre du discours de David, que je me dis, oui, au fond, entre addiction et santé publique de façon plus générale, entre santé des addictions et santé publique, il y a des vrais liens qu'on a la nécessité de comprendre philosophiquement. On ne peut pas se passer de plaisir dans l'existence au nom du ne pas mourir, ne pas prendre de risques. Mais on peut les diminuer. Ouais, avant de passer la parole à Nathalie, aujourd'hui, je lisais une enquête qui sortait qui disait que les Français, ce qui leur manquait le plus, c'était d'aller au restaurant. Parce qu'il y avait cet plaisir d'aller au restaurant. C'est ce qui leur manque le plus dans cette situation un petit peu, je dirais, sanitairement assez mauvaise. Nathalie, je crois que tu voulais poser une question au professeur Khayat. Alors, j'enlève ton micro. Je pense que c'est ton micro qui a. Je sais pas, il y a un clavier, mais je ne sais pas qui c'est. C'est pas nous, mais il y a une interférence. Donc, en fait, si je refais un peu le résumé, éviter de se culpabiliser. Toi, William, tu as parlé effectivement réduction des risques. Donc, ça veut dire, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, David, c'est d'essayer de se dire… Dans notre livre. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas finalement une stratégie déjà à personnaliser? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder son cas. Et finalement, dans tous les risques qu'on a aujourd'hui, d'essayer un petit peu de baisser certains. Et ma question serait, lesquels tu prioriserais? Si on devait se dire, voilà, on a un peu tous les défauts, lesquels sont les plus embêtants, on va dire est-ce que c'est l'activité physique? Alors, je vais répondre à la question. D'abord, parce qu'on est tous différents, c'est l'histoire du type qui se baigne en Australie et du type qui se baigne à Cassis. On n'a pas les mêmes risques puisqu'on n'est pas les mêmes individus, on n'a pas le même patrimoine génétique. Or, ce patrimoine génétique conditionne notre patrimoine enzymatique, donc la façon dont nous digérons les aliments. Donc, nous, effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes risques. Nous ne sommes pas tous soumis aux mêmes risques. Alors, justement, pour ça, je ne donnerai pas de conseil général, un conseil général qui irait pour tout le monde. Mais il y a quand même un truc qui est le plus dangereux de tout, je dirais, parmi tous ces risques dont je parle, le sel, le sucre, le gras, la sédentarité, etc., dans le livre, c'est quand même le tabac. Fumer des cigarettes à combustion, clairement, c'est responsable de 70 000 morts. Ça, il n'y a pas de doute. Quand on vous dit 4 000 morts pour la charcuterie, c'est une bêtise totale. Il y a 17 000 morts par cancer du côlon en France chaque année. Ça voudrait dire qu'un quart, c'est dû aux 2 sandwichs au jambon qu'on mange. Bon, faut arrêter. C'est une aberration, ce chiffre. Mais par contre, sur le tabac, le chiffre est vrai, je l'ai complètement vérifié. Et là, c'est quelque chose de très dangereux. Mais pour autant, comme l'a dit William, il faut rentrer dans une stratégie. Il faut, pour tous ces malheureux qui n'y arrivent pas à s'arrêter de fumer, il faut arrêter cette tyrannie idéale. J'adore la simplification comme ça, l'image que William a donnée à ce problème. Il faut arrêter.
parce que ça les dégrade encore plus. Ils n'y arrivent pas. Vous savez, 64% des gens à qui on annonce qu'ils ont un cancer du poumon, avec la chimio, et puis avec une vie menacée quand même, très certainement menacée, hein, et bien 64% d'entre eux continuent de fumer jusqu'à leur mort. Vous avez beau leur dire que c'est mauvais, que ça rallongerait leur vie, leur espérance de vie s'ils arrêtaient, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, et encore moins au moment du stress d'un cancer et de tout ce que ça implique. Donc, est-ce que vous devez leur cracher à la figure à ces gens-là ou est-ce que vous devez les aimer et vous devez les aider et les considérer comme des êtres humains? Et c'est ce que je pense. Donc là, il faut rentrer dans autre chose qui est cette stratégie, non pas du oui ou non, du blanc au noir, mais cette stratégie de la réduction des risques qu'a défini William, c'est-à-dire, eh ben, peut-être qu'on peut se faire aider. Et à ce moment-là, il y a la cigarette électronique que l'OMS, foutu OMS, qui n'a même pas vu qu'il y avait une épidémie, ni qu'il y avait des cas à Wuhan, continue de dire que la cigarette électronique, c'est pas bon du tout, alors qu'on sait qu'en France, Santé publique France a expliqué l'autre jour que à peu près 700 000 Français avaient réussi à arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Bon, ils n'ont toujours pas compris. Le snus, qui est malheureusement limité totalement à la Scandinavie, alors que justement en Suède, grâce au snus, il n'y a plus que 5% de fumeurs, alors que nous, on est à 30%. Le tabac chauffé, enfin, etc. Donc, je dirais que s'il y avait une addiction ou un comportement addictif qui serait le plus dangereux de tous et sur lequel il faudrait donner des priorités, ce serait probablement le tabagisme, du tabac utilisant des cigarettes à combustion. Mais après, un type qui a un énorme diabète et qui fait 140 kilos, ben pour lui, son problème, c'est probablement de devoir maigrir. Mais dans une réduction de risque, pas dans le fait de ne plus manger, parce que de toute façon, il va remanger. L'être humain, j'explique dans le livre, depuis les grands singes qui nous ont précédés, nous avons toujours été soumis à un risque majeur de ne pas pouvoir trouver de quoi manger, à cause des guerres, à cause des épidémies, à cause des sécheresses, des inondations, etc. Et combien les paysans au Moyen-Âge creusaient la terre gelée avec leurs doigts pour trouver 3 glands à manger. À cause de ça, pour survivre à notre histoire, nous avons développé un système endocrinien qui fait que dès qu'une calorie rentre dans l'estomac, ce système se met en marche pour la mettre de côté en réserve pour le jour où il n'y aurait pas à manger. Ce système, il est basé essentiellement sur l'insuline. Si vous mangez un aliment qui provoque la sécrétion d'insuline, vous l'avalez, l'insuline est sécrétée en grande quantité et immédiatement, l'insuline va provoquer la mise en réserve sous la forme de gras, bien sûr, des calories que vous venez d'ingérer. Si vous ingérez un aliment qui provoque très peu la sécrétion d'insuline, ce qu'on appelle l'indice glycémique, eh bien, vous le mangez, il n'y aura pas de sécrétion d'insuline ou pratiquement pas. Et donc, du coup, vous allez évacuer les calories. Le plus bel exemple, il y en a deux qui sont extraordinaires, c'est l'avocat, par exemple. L'avocat, quand vous faites du régime, on vous dit attention, l'avocat, c'est très gras, c'est très calorique. Ouais, mais sauf que ces calories-là, vous ne les mettez jamais de côté. Vous pouvez manger autant d'avocats que vous voulez, l'indice glycémique est nul. Donc, il n'y aura pas de sécrétion d'insuline, donc il n'y aura pas de mise en réserve. L'autre exemple fabuleux, c'est que vous dites, mais pourquoi moi, je vis énormément en Italie, j'ai un service là-bas, etc. Pourquoi les Italiens, ils ont beaucoup moins d'obésité que nous, alors que, bon sang, ils mangent des pâtes, c'est vrai, juste avec la sauce tomate de base, mais ils mangent des pâtes tous les jours. Al dente. Oui, parce que l'indice glycémique des pâtes al dente, il est nul, alors que l'indice glycémique des pâtes bien cuites, comme on les a à la cantine chez nous, au resto d'entreprise, l'indice glycémique est très élevé. Voilà, il y a plein de choses, c'est très simple. Je voulais rebondir parce que c'est évident sur au moins 2 points. Sur l'idée de réduction des risques et le fait que David soit réticent à donner des conseils généraux, entre guillemets, donc pour tout le monde. L'exemple historique, c'est celui du sida, alors pardon, sur une micro-cible qui était celle des injecteurs de drogue par voie veineuse. En France, on était parti sur quelque chose, comme d'habitude, d'idéal. Et un jour, dans cette conférence internationale sur le sida, un Américain prend la parole et commence à dire, si vous ne voulez, pour les héroïnomanes par voie veineuse, en quelque sorte, et ceux qui s'en occupaient, si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. Jusque-là, ce n'était pas un scoop, on l'entendait déjà en France. Mais il ajoute tout de suite, si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Ne vous injectez pas la drogue par voie veineuse. Et après, il continue, si vous vous shootez,
ne partagez pas votre seringue. Et enfin, il dit, si vous partagez votre seringue, lavez-la, rincez-la à l'eau de Javel. Cet exemple-là, il permet de n'oublier au fond personne et de ne tyranniser personne. Parce que cette évolution humaine, avec ce circuit de la récompense, avec ces systèmes dits endocriniens, mais qu'on pourrait aussi rappeler neuroendocriniens, l'exemple du cannabis. Pourquoi on a un système endocannabinoïde dans notre petite tête et même dans tout le corps? Pourquoi on a des récepteurs au cannabis et pourquoi on sécrète des choses qu'on appelle joliment d'ailleurs la drogue de la félicité, etc., comme l'anandamide? Parce qu'il y a fort longtemps, un des effets de cette endosécrétion, de cette sécrétion personnelle, permettait de manger de façon excessive, même quand on n'avait plus faim, mais dans des périodes où il y avait à manger. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelait un effet bosse à bison. On n'avait pas de congélateur, on n'avait pas de frigidaire, on n'avait pas d'hypermarché. Donc, quand il y avait à manger, on en profitait pour emmagasiner. Et ce qui nous aidait à emmagasiner, c'était ce petit cannabis sécrété dans notre propre tête, cet effet bosse à bison, qui fait que maintenant, les premiers mois seulement, mais parfois c'est spectaculaire, quand on voit un adolescent fumer, on sait que la descente dans le frigo va être obligatoire. Ça a quelques millénaires de distance. Les fringales, les binge-eating des adolescents, ils sont dus à ce système qui était un système de protection au fond, c'est-à-dire mangeons quand il y a quelque chose à manger. Donc, ce que rappelait David sur ces stratégies, c'est un bien grand mot d'ailleurs, du yo-yo, c'est fondamental. Parce que plus vous allez mettre les gens en restriction à la fois alimentaire et cognitive, plus vous êtes sûr du rebond, quoi. Et arriver à dire il y a des bons et des mauvais aliments sans parler de quantité, sans parler de cofacteurs, mais c'est la catastrophe en effet qu'essaye d'éviter David. Parce qu'on est simplement des êtres dans une évolution et qu'il faudra peut-être juste 10 millénaires pour éviter qu'on soit embêté par une prostate qui ne sert peut-être pas à grand-chose, une vésicule biliaire ou peut-être même un système endocannabinoïde qui est dépassé maintenant. Je crois. Parfait. Absolument raison. Nathalie, tu avais une question, je crois. Hein? Je t'entends pas, c'est pas grave. Mais du coup, je reviens vers vous parce que vous nous parlez d'addictologie, docteur Loewenstein, mais en fin de compte, c'est assez récent. Est-ce que vous pouvez, déjà nous dire ce que c'est, enfin en quoi ça consiste cette spécialité, et surtout, c'est quels sont les mécanismes en fin de compte qui sont interrogés sur cette addiction? En fin de compte, ça fonctionne comment? Alors, le premier point sur lequel j'insisterai, et vous faites bien de lancer ainsi, c'est vraiment une science, une médecine jeune. Et par exemple, David a peut-être connu ça avec la cancérologie à ses débuts. On peut se souvenir aussi de la néphrologie ou de la réanimation à leur début. Nous, la médecine des addictions, qui tarde tristement à devenir ou à s'intégrer à une santé des addictions, elle n'a au fond solidement que 25 ans. C'est-à-dire que dans l'alphabet des connaissances, on est plus proche du D comme doute que du T comme tranquille. Et il y a un peu à travailler encore, vous voyez, avant de dire, voilà, au fond, est-ce que l'addictologie, puisque c'était une question, est une vraie spécialité et qui concerne-t-elle? Alors oui, à mes yeux, évidemment, c'est une vraie spécialité, d'ailleurs multidisciplinaire, parce qu'elle a mis en évidence des choses aussi macroscopiques, analytiques, environnementales, qui font que certaines personnes, encore une fois, à travers les addictions, vont perdre leur liberté, ce qu'on appelle la dépendance, et leur santé, les méfaits et dommages des addictions. Donc l'addictologie consiste à essayer de prévenir, de réduire les risques ou éventuellement de soigner les personnes qui ont perdu ce double contrôle, c'est-à-dire cette liberté, cette indépendance de choix,
Hein, c'est une des définitions de l'addiction que la perte de contrôle. Et là, on va rejoindre ce qui a été évoqué également par David, c'est-à-dire cette culpabilisation qui est digne de l'obscurantisme, qu'on a connu jadis peut-être aussi pour les dépressions. D'ailleurs, quand on disait à quelqu'un, tu pourrais faire un effort, secoue-toi un peu. On savait que c'était contre-productif, parce que l'addiction se définit par la perte d'efficacité de la volonté. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un de remarquable en termes d'intelligence, souvent d'hypersensibilité d'ailleurs, et de volonté, mais il s'agit d'autres circuits. Mais on continue de culpabiliser les personnes addictes comme s'il s'agissait de leur faute, alors qu'on est avec une réelle et complexe maladie fonctionnelle cérébrale. Ce qu'on a fini par comprendre pour la dépression, je reprends cet exemple-là, c'est-à-dire d'arrêter d'être contre-productif en disant quelque chose qui pourrait se résumer à si tu veux, tu peux. On ne l'a toujours pas compris dans beaucoup de domaines, que ça soit celui des troubles que j'appelle addictologiques alimentaires, on va dire les troubles de l'alimentation, parce que je trouve déjà que troubles du comportement alimentaire, ça fleure bon la culpabilisation, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais ce qu'on n'a toujours pas compris dans les addictions. Et quand David raconte que quelqu'un avec son insuffisance respiratoire, avec ses coronaires bouchés, tristement éventuellement avec son cancer du poumon, ne peut pas s'empêcher, même s'il le veut, de fumer, il faut l'entendre cliniquement. Et c'est d'autant plus rageant qu'en effet en France, sur la lutte contre le tabac, on est débile de toujours pas avoir compris qu'il s'agit d'une lutte contre la combustion, que ce n'est pas le tabac, au fond, l'ennemi principal de très très loin. Et que la solution, elle n'est même pas venue des médecins ou du corps médical ou scientifique sur le sujet. La révolution thérapeutique, elle est venue de la vape par des usagers eux-mêmes. Donc, le premier point sur les addictions, c'est que vouloir n'est plus pouvoir. Et le second point, qui est en plus douloureux, c'est que savoir n'aide pas plus à pouvoir changer ce comportement. On sait que c'est dangereux, on sait que c'est néfaste, on sait qu'on va mettre en danger éventuellement sa relation personnelle, son travail, sa santé. Mais les mécanismes font que ça ne suffit pas. Donc on reste avec des vieux logiciels qui ont démontré leur inefficacité depuis 50 ans, prohibition comprise, et on espère que les gens vont changer, un peu comme si on espérait quand même qu'on puisse vraiment modifier une évolution du règne vivant depuis des millions d'années. Je voulais vous poser une question, Dr Loewenstein. Moi, je comprends bien, donc Vous savoir. me faites rire avec Loewenstein. Vous me faites rire, c'est vrai, c'est Loewenstein. Hein. Il s'appelait Einstein et pas Einstein. Excusez-moi. C'est bien, En fait, on traverse l'océan. Voilà, Loewenstein, ça fait, c'est sexy en définitive. Voilà, très bien. Mais en fait, compte, voilà, vous dites savoir, on sait, mais on peut pas. Mais il y a quand même des solutions. On doit pouvoir faire quand même quelque chose. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que... Professeur Kayat, avant qu'il nous quitte. Ouais, merci, professeur Kayat. Ouais. S'il y a encore 2-3 minutes après que le docteur Loewenstein n'aura répondu. J'adore écouter le docteur. Non, je l'ai donné à David avant qu'il s'en aille. C'est trop non, mais allez-y. Vas-y, William. Y a-t-il des solutions? J'apprends toujours quelque chose quand j'écoute William. À condition qu'on aille dans les bonnes directions. Encore une fois, cette idée d'abstinence est plus socio-religieuse, et je suis gentil pour le socio, que médicale ou scientifique. Si on continue d'aller dans... Et je pense la même chose des prohibitions. Hein. On a quand même 50 ans d'exemples d'échecs sous nos yeux. Quoi. Si on n'établit pas, encore une fois, des stratégies de prévention différentes qui tiennent compte de ce qui a été dit aussi, je crois, précédemment par Pascal. C'est-à-dire que si on explique aux jeunes qui risquent de mourir, bêtement, ça ne marche pas. Pas plus que si on leur disait ne fais pas ça parce que tu risques d'avoir 5 points de moins pour ta retraite dans 50 ans.
ça n'a aucun impact. Si par contre on lui dit demain tu risques de perdre ton permis de conduire ou éventuellement si tu le passes dans cet état-là, tu ne l'auras pas, ça aura déjà plus d'influence. Si en plus on lui dit avec ce que tu bois ou ce que tu fumes, tu as mauvaise haleine, ça aura déjà plus d'influence. Donc il y a déjà des approches qui doivent être totalement différenciées selon les âges et selon les situations. Et après qu'on veuille bien sortir de cette tyrannie de l'idéal à laquelle j'associe l'abstinence, qui est pour moi la pire des toxicomanies des idées reçues. Est-ce qu'elle marche? Elle marche pour 5% des personnes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même réussi à rentrer sous le joug américain des millions de personnes sous cette planète qu'on a appelées alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes? Et après, on va passer notre temps à dire l'important, c'est d'avoir son identité. Alors, je veux bien qu'il y ait énormément de culpabilité, énormément de nécessité de se cacher, mais quand quelqu'un est aussi abîmé que ça, que la seule solution qu'on lui propose, c'est d'être anonyme, je ne vois pas comment reconstruire son identité. Donc, j'aimerais qu'on considère… Ouais. Comment? On va dire au revoir au professeur Kayat. Au revoir tout le monde. J'ai une interview. William, il faut qu'on se voit un de ces jours. Hein. Tu remontes le livre, Nathalie, peut-être du professeur Kayat. Avec plaisir, voilà. David. Voilà. Merci à tous et j'étais vraiment ravi de dialoguer avec vous. Merci beaucoup. À un de ces jours. Au revoir. Merci. Au revoir. Du coup, je vais les poser après. Mais je peux poser peut-être aussi la question à Pascal et à Dr Loewenstein. Moi, je me posais la question, c'est que toutes ces injonctions. Alors, en ce moment, la nouveauté, c'est ne mange pas de sucre, parce que, en fin de compte, la nouveauté, c'est du sucre, c'est machin. En fin de compte, c'est toujours pour nous faire rentrer dans un carcan, et en fin de compte, on n'a plus de liberté. En fin de compte, on devient, là par exemple, si je prends le cas du Covid, on nous dit de rester à la maison. Pascal le disait, on est très raisonnable. Hein, les Français, on respecte alors qu'on dit qu'on est des latins, qu'on respecte pas et tout. Mais en fin de compte, est-ce qu'il y a plus, on n'a plus de libre pensée, on n'a plus de libre arbitre. En fin de compte, à chaque fois, on nous trouve une nouvelle chose qui fait qu'on a une nouvelle interdiction en définitive de vivre. Et alors, c'est un peu judéo-chrétien tout ça. Hein, et est-ce que ce sera à mettre en relation? Est-ce qu'on a plus de problèmes, on va dire, de culpabilité, de problèmes psychiques à mettre en face? Parce qu'à la rigueur, si tout va bien, ce qu'on fait de manière, on va dire, avec un certain bien-être, mais on a quand même l'impression que ces injonctions, on a un mal-être. Nathalie, et pardon, après je donne la parole tout de suite à Pascal. Hein. La difficulté qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est qu'on sort quand même s'il y a eu le sida, même s'il y a des inquiétudes écologiques, etc., on sort d'une grande période de certitude pour affronter quelque chose, encore une fois, d'ultra critique et inédit. Donc, on n'a plus l'habitude d'affronter une crise. Ouais. On était avec des chiffres, des choses, ce qui a été très bien dit aussi, l'exclusion, si j'ose dire, de la mort, tu vois, des images de mort. Et là, tout d'un coup, souvenez-vous des premières images italiennes qui ont aidé, parce que on n'a pas eu tellement d'images de réa en France pour comprendre de quoi on parlait. Mais les images italiennes avec des morts à l'entrée des hôpitaux, les morts dans les rues, ont valu 1000 mots à ce moment-là. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il ne faut pas trop discuter non plus philosophiquement de façon légère sur une crise aussi inédite et incertaine et mortelle, hein, que celle-ci. C'est-à-dire qu'on peut avoir des raisonnements que je qualifierais d'extra-critiques absolument nécessaires, et on voit bien comment ça bascule. C'est-à-dire que tout le monde, après le premier confinement ou pendant le premier confinement, a parlé du monde d'après. Vous vous souvenez de ces grandes discussions? Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus la nostalgie du monde d'avant. Ce qui témoigne quand même d'une perte d'idées, d'imagination pour le monde d'après. C'est fichu, ça. Enfin, moi, je l'entends moins. Tu vois, c'est une question peut-être que Pascal nous précisera justement. Mais j'ai l'impression qu'on est passé, voilà, si tu veux, d'un espoir, voilà, tu vois, d'un monde d'après qui aurait réglé tous les problèmes, injustices, qui fonctionnerait plus sur l'argent roi, qui serait désimpérialisé, pour dire comme ça, à
putain, qu'est-ce que c'était bien quand on allait au resto entre copains. Hein, mais pourquoi? Parce que, évidemment, la dictologue va commencer par ça. Une société sans drogue, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je ne veux pas m'égarer. Mais une société sans fête, une société sans contact, ça n'existera pas plus parce que ça n'a jamais existé. Mais on est dans une période critique où la fête est un réel risque et un réel danger, pour reprendre la différenciation aussi, où les repas même, quand on enlève le masque, sont une réelle prise de risque et un réel danger. On est dans cette période critique. Donc moi, j'aurais tendance, de même que j'analyserai absolument pas le premier confinement comme le second, je le vois à travers mes patients. Premier confinement, je vais vous le dire directement, le plus grand nombre, ça les a aidés. Le deuxième confinement et cette période actuelle, en termes de consommation d'alcool, en termes de consommation de médicaments, en termes de consommation de cannabis, ça empire. Donc, vous voyez, même à travers des confinements, certes un peu différents, mais qui ont au moins le même mot, on a des situations très différentes. Donc, essayons de réfléchir sur liberté et santé. Est-ce qu'on parle dans cette période-là ou est-ce qu'on parle, je l'espère, bientôt, je n'y crois pas trop, en extra-Covid? Pascal, alors. Alors, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que il y a vraiment une question d'évolution des Français, en fait. Hein. On reste toujours sur des registres qui sont assez anciens. Il y a quand même ce côté paternaliste qui est très, très fort, en fait. La question, par exemple, de l'attestation, il n'y a aucun autre pays qui demande que chacun soit pris en main avec un papier qui est rempli. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand même tout le monde a évolué au cours du temps, notamment parce que tout le monde est plus éduqué, tout le monde a plus d'informations, tout le monde a plus accès à la culture, en fait. Et ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas, enfin, les dirigeants n'arrivent pas, en effet, à sortir d'un carcan et de responsabiliser, de laisser les gens avec leur libre arbitre. Et quand on le fait, on le sait, hein, c'est que ils sont pas, enfin, la population n'est pas extravagante, elle est consciente des choses et on oublie voilà, que les gens sont même si le sujet là, c'est qu'il y a des risques perçus qui sont faux, mais pas tant que ça en fait. Hein. Il y a une vraie prise de conscience réelle des choses et les plus jeunes notamment, ils ont une très très forte conscience des risques qu'ils ont, ils savent ce qu'il faut faire. Enfin, il y a en effet cette question du paternalisme qui est beaucoup trop fort et qui ne change pas assez vite par rapport à la société actuelle où on pense qu'il faut prendre tout le monde par la main alors que l'intelligence a augmenté, quoi. En gros, en fait, hein, c'est que la prise de conscience des dangers, elle est quand même forte, quoi, en fait. C'est un peu ça qui est dommage en fait dans la façon de traiter les choses et c'est un peu ce manque de confiance vis-à- -vis des uns et des autres qui est trop forte dans la crise actuelle et par rapport à tous ces sujets de consommation de produits ou de gestion de la santé. C'est d'autant plus Sandrine, ouais, je me posais la question, est-ce que justement, tu as montré que les gens on a bien pris conscience, on met bien les masques, on respecte bien, mais finalement, on voit que l'épidémie s'enflamme, et donc est-ce que c'est pas ça qui joue un peu justement sur le moral et l'angoisse, c'est de dire que on a tout bien fait et tout autour de nous on voit et on dit que on n'y peut rien, et donc ça recrée cette angoisse en disant mais en fait on maîtrise rien. Oui. Quelques petites parts, on entend qui sont contre les jeunes ou etc. Mais c'est très anecdotique, je trouve. Et c'est le sentiment un peu qu'on a en ce moment, c'est de dire, en fait, ça part en vrille sans qu'on puisse rien faire avec des variants qui arrivent, on n'y peut rien. Et je pense que la santé mentale, enfin. Oui. Oui, bien sûr, ce qui est à l'origine de l'anxiété, c'est l'incertitude. Hein. C'est évidemment de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir de vision, de ne pas savoir quand est-ce que on va s'en sortir. Mais c'est tout ça qui est étonnant, c'est-à-dire que les gens sont prêts à comprendre.
et on leur ment en fait. Hein. Ce qui est embêtant, c'est tout ces messages qui sont complètement hallucinants dans leur façon de ne pas accepter de dire les choses en fait. Et donc alors, c'est pas que les gouvernants, mais c'est aussi le monde des médias qui a tendance à ne pas donner, à ne pas être assez transparent. Je crois que la population, elle comprend, ça n'empêche pas il y a une montée d'anxiété, hein, donc 20% des Français sont en dépression, ça a augmenté, ça fait qu'augmenter. Donc c'est bien sûr très très fort en ce moment parce qu'il n'y a pas de sortie en fait. On ne voit pas quand est-ce qu'on va en sortir, mais personne n'est capable de le faire. Juste, docteur Levenstein, je voulais juste… Parce que je dirais qu'il y a à la fois l'incertitude et l'impuissance. Tu vois, et dans les métaphores en plus qui sont proposées, qu'on connaît bien, hein, j'ai un DEA de parasitologie, donc l'intelligence des parasites, tu vois, avec leur cycle incroyable, bon, est une fausse notion, mais c'est ce qu'elle a de plus imaginaire, comme si un virus pouvait être intelligent, tu vois, alors qu'on est juste sur un système de photocopieux, si j'ose dire, plus ou moins bienvenu ou malvenu, qui fonctionne à un moment donné sur les lois de l'adaptation et de la pression de sélection. Mais quand j'entends parler de diablerie, tu vois, enfin, que même des médecins disent ce virus est diabolique. Pour moi, c'est un reniement de la science. C'est quelque chose, tu vois, aussi choquant que quand on dit ce virus est intelligent. Non, il est loin d'avoir la moindre intelligence. Ça, je peux quand même, si tu veux, le dire. Mais après, pour pouvoir parler d'un certain nombre de certitudes, de conseils protecteurs, il faut pouvoir s'adosser au moins à la science. Regarde le temps qu'a mis l'OMS pour savoir si ça allait vraiment être grave. Deuxièmement, le discours de l'OMS sur les masques lui-même, hein, enfin, ou elle-même, l'OMS, tu vois. Quand est-ce qu'on a parlé d'aérosols? Alors que les masques étaient enfin, si tu veux, un peu arrivés. On ne voulait pas peut-être paniquer les gens en leur disant, écoutez, il ne s'agit pas juste d'éviter que quelqu'un vous postillonne à la figure en étant, selon les pays, à 1 mètre ou à 2 mètres de distance. Mais si vous êtes dans une pièce confinée où des personnes sont passées et qu'elles avaient le virus, l'aérosol de cette pièce va garder le virus. Donc, n'oubliez pas d'aérer tout le temps. Le conseil d'aération, je n'ai pas réussi à le pister, mais si l'une de vous le retrouve, quand entendons-nous parler pour la première fois d'aérer les pièces? Ça tombe bien, je crois que c'est juste cet été, tu vois. Donc, ce n'était pas trop difficile. Mais après, il y a eu, je dirais, des impasses un peu manichéennes. Enfin, c'est fou qu'on ait perdu autant de temps, tu vois, sur l'hydroxychloroquine, quoi. C'est quelque chose, historiquement parlant, où on montrera qu'un homme qui rêvait de faire l'union patriotique a arrivé à faire perdre du temps à son pays, à diviser les Français sur une question comme celle-là, tu vois. Mais c'est la même chose pour les masques. C'est-à-dire que beaucoup n'ont pas d'abord entendu, si tu veux, que les masques ne suffisaient pas, et il faut le dire de cette façon-là, que les masques étaient une réduction des risques, mais absolument pas une garantie du zéro risque. On revient à la tyrannie de l'idéal. Que le côté aérosol a été terriblement minimisé, c'est-à-dire ne soyez pas, et c'est à nouveau d'être en visioconférence, ne soyez pas à plusieurs, même avec un masque, dans une pièce en restant longtemps sans aérer. Et enfin, le côté manipulé, avec ces questions qui entament, si tu veux, le mésusage. On a tous vu, y compris des médecins, dont un qui parlait éventuellement de révolte dans la rue contre le vaccin, sortir de son hôpital avec le masque sous le menton, tu vois. Le mésusage, même chose pour les mains, qui commence par se nettoyer, tu vois, le bout des doigts sous les ongles, là où tout s'accumule. On voit tout le monde faire ça, éventuellement avoir appris à nettoyer les pouces, mais qui se nettoie le bout des doigts réellement pour commencer, tu vois. Donc, est-ce que vous avez vu des campagnes de communication là-dessus? Je reprends l'exemple du sida. Il y a eu de créer une agence française de lutte contre le sida. Elle s'est arrêtée pour des raisons autres que scientifiques, on va le dire comme ça. Mais il y a eu un comité national du sida aussi qui disait ce que la science nous apprend, comment peut-on
l'appliquer avec tous. C'était qui tous? C'était les citoyens, c'était les religieux, c'est de toutes les religions, c'était les francs-maçons, c'était les représentants de tous les courants de notre société. Et on avait une vérité, entre guillemets, médicale, on apprenait quelque chose, beaucoup plus lentement encore qu'à cette époque-là, mais on la partage avec tous pour dire comment il faut le dire et comment on peut l'appliquer selon les sensibilités de chacun. Moi, je veux bien qu'il y ait un conseil scientifique avec un mec remarquable venu justement du SIDA, Jean-François Delfrécy, qui est Françoise Barré-Sinoussi, qui soit aussi dans une autre forme de comité scientifique. Mais où est finalement ce comité national, si j'ose dire, d'éthique, de civilité, de citoyenneté? On fait 30 personnes sur le vaccin, ou 25 ou 23, je ne sais même plus, quoi. Alors qu'on est face, et c'est juste le dernier point de mon intervention là-dessus, on est face à quelque chose qui est chronique et personne ne l'a pensé comme ça. On en a pour des années. Donc avoir quelque chose d'aussi difficile devant nous pour des années, ça peut d'autant plus nous angoisser ou nous déprimer qu'il n'y a pas de structure créée nationale pour envisager toutes ces problématiques sur des années, que ce soit sur un plan éthique, sur un plan social, sur un plan anthropologique, et pas seulement médico-scientifique, ce qui est plus que nécessaire. Mais regardez l'évolution en quelque temps sur les vaccins, c'est hallucinant. Au début, vous avez 60% des gens qui vous disent « mais les vaccins, moi je ne veux pas me faire vacciner avec un truc qu'on vient de trouver ». Si vous expliquez que l'histoire de l'ARN messager, ça dure depuis 20 ans, qu'il y a des travaux qui ont permis d'avancer, même après des échecs, que jamais, a priori, sauf très, très mauvaise surprise, l'ARN messager ne pourra changer notre ADN à nous, même si on a un tout petit peu de reverse transcriptase dans quelques cellules, mais c'est vraiment minime. On voit ce qui se passe. Plus un coup de pénurie, il n'y en aura pas pour assez. Maintenant, on est à 60% de personnes qui sont prêtes à dire « je veux me faire vacciner ». Donc, ça évolue très vite aussi, à condition qu'il y ait, je dirais, une organisation pensée en commun de la communication, ce que vous essayez de faire. Là, je m'adresse à Nathalie et Sandrine. C'est-à-dire, vraiment, on parlait des médias. Je les ai trouvés pour la plupart indignes. Indignes de donner la parole à des grands fous, des grandes folles, parce qu'il y a eu les deux, quoi. Indignes de donner la parole à un pauvre médecin généraliste qui, dans son coin, essayait de dire autre chose que je donne du Doliprane et si c'est grave, j'appelle un copain en réa à condition que j'en ai un, quoi. Mais qui, tout d'un coup, était infectiologue, virologue, épidémiologiste, tu vois, pour faire parler des gens qui n'avaient rien de vécu. Et pour cause, le truc venait d'apparaître. Et là, il y a une plaisanterie par rapport au vaccin que je peux essayer de partager avec vous, vraiment pour terminer. C'est un petit dessin qui est tout mignon, d'un patient qui demande à son médecin, justement généraliste, alors, qu'est-ce qu'il faut penser des vaccins? Et le médecin qui dit, bah, il faut que vous demandiez aux journalistes, quoi. Ouais, du coup, en fait, quand vous me faites l'ouverture sur la question que je voulais poser à Pascal, est-ce que dans ces peurs qu'on a eues, là, et dans ces peurs dont vous parlez, Pascal, il y a effectivement de voir qu'on a un gouvernement, mais bon, qui ne sont pas des médecins hein, en général, donc qui sont là, bon, bah, qui s'adaptent, hein, je veux dire, grande résilience, mais c'est surtout de voir ce monde, comme le disait William Lowenstein, ce monde médical s'entre-déchirer, alors que nous, la parole du médecin, elle est très importante en définitive. Et donc, là, il y a une perte de confiance. Donc, si d'un côté, on était déjà en perte de confiance sur les politiques, on devient en perte de confiance sur quelque chose qui ne devait pas trop l'être, le médecin, là, c'est compliqué parce qu'on les a effectivement vus, Dr Lowenstein, s'entretuer sur les plateaux et on se disait, mais comment des gens qui ont fait les mêmes études peuvent avoir des idées si diamétralement opposées sur la même situation? Fort probablement, ils n'en savaient rien. Non, au contraire, dans les enquêtes, ce qu'on observe, c'est que ça a plutôt renforcé la confiance dans les scientifiques, dans les médecins, parce qu'on les a vus, en fait, et qu'ils étaient présents, alors qu'il y avait une méfiance qui s'était installée depuis quelques années à cause de scandales sur des médicaments. Donc,
Au contraire, en fait. Hein. Moi, je crois que ça, c'est notre vision à nous, parce qu'on est expert et on a l'impression qu'il y a des âneries qui ont été faites. Mais les citoyens ont plutôt d'abord une vision plus positive du vaccin et une confiance qui augmente vis-à-vis du monde scientifique et du monde médical. Je crois qu'au contraire, ça a plutôt mis la science au cœur du débat. C'est-à-dire que ça instruit beaucoup de gens quand même, en fait, hein, de comprendre qu'en effet, un rhume s'attrape parce qu'on croise quelqu'un qui est malade et pas parce que il fait froid, quoi, en fait. Hein. Ça a quand même élevé le niveau de connaissance. Ouais. En fait, désolée parce que je suis obligée de partir aussi. Ouais. Nathalie va conclure. Donc, bien, merci. La question de notre webinaire, c'était de quoi devrions-nous avoir vraiment peur? J'ai peur qu'il y a beaucoup de choses finalement. Je pense que, écoutez, on va rester sur une note positive. En fait, l'éducation, la pédagogie, enlever la culpabilité, trouver des solutions, la méthode du petit pas, de réduire un petit peu ses angoisses, ses risques, et puis garder cette liberté qui est vraiment une force de… Comme réapprendre à marcher, on va dire. Exactement. Réapprendre à marcher et à mettre un pas dans l'autre. Docteur Levenstein, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, justement, merci à de tous. permettre d'éclairer. Merci docteur. Oui, merci à tous. Et replay. on se retrouve au mois prochain. On n'a pas encore le sujet, mais ça tournera peut-être autour de la pédagogie, je ne sais pas. Donc voilà, dès demain, le replay sera en ligne et puis un article aussi apparaître. Voilà. Je remercie beaucoup Nathalie, nos intervenants, et aux personnes qui sont restées si tard avec nous. Comme d'habitude, on est super tard tout le temps. On vous fait dîner tard. Merci encore. À tout bientôt. Au revoir. Et bon début d'année à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.